Merci d'être venu, d'avoir patienté jusqu'à 17h pour écouter la deuxième conférence plénière de notre congrès. Et donc, j'accueille avec beaucoup d'émotion, d'honneur, Patrick Clastres. Alors, vous avez assisté à une bise d'anciens élèves, de gens qui ont travaillé quand Patrick Clastres était antiquisant, mais il a trahi et il est parti dans l'histoire contemporaine. Ce qui lui vaut aujourd'hui d'être professeur à l'université de Lausanne et évidemment très proche de tout ce qui concerne l'olympisme, puisque vous savez qu'à Lausanne, il y a le CIO, il y a le musée de l'olympisme, c'est bien ça. Et donc, par ailleurs, Patrick Clastres est en congé de recherche, il n'arrête jamais ses recherches, ce qui nous permet de l'avoir. On est très content, puisque c'est un des plus grands spécialistes de l'olympisme. Et en cette année, tous des gens comme lui sont recherchés. Il nous a fait le plaisir de venir. Donc, pour l'instant, il n'est pas à Lausanne, il est ici. Il vient de me dire que vous pouvez lire régulièrement ses articles dans Le Monde, où il fait des chroniques sur précisément l'actualité des JO et du sport. Donc, il a accepté comme c'était les antiquisants qui l'invitaient, d'essayer, il va y réussir, à nous faire une conférence dans laquelle il va jongler avec tous les temps de l'olympisme, c'est-à-dire ce que, à l'époque contemporaine, en 1896, Coubertin a essayé de remettre de ce qui n'était pas contemporain, donc un peu d'ancien, de médiéval et de moderne. Autant dire, Patrick Clastres sait tout faire. Je lui laisse la parole. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le professeur, pour ces compliments et puis la pression que vous mettez sur ma présentation. Moi, je suis un peu girovague, effectivement, puisque j'avais eu l'occasion de faire un mémoire d'histoire moderne à Toulouse à l'époque, avec Jean-Yves Castan, donc sur le comté de Foix et les compois, si ça vous parle peut-être, ces instruments qui permettent d'établir l'impôt, et en pays de Languedoc. Et puis ensuite, j'avais rencontré Patrick Leroux, donc Sabine connaît bien, dont les travaux m'avaient impressionné. Donc j'avais fait un DEA d'épigraphie latine et d'histoire romaine à l'époque sur le nord-est hispanique. Et puis les années ont passé et on est venu me solliciter pour enseigner l'histoire du sport à Orléans, où j'enseignais au lycée Potier. Parce qu'à l'époque, je jouais aussi par ailleurs au tennis en national et je m'étais étonné que l'histoire du sport puisse exister comme discipline. Et j'ai trouvé un intérêt qui permettait aussi de naviguer dans les différentes périodes de l'histoire. Je me suis adressé à Jean-Pierre Riou à l'époque, qui m'a conseillé de me tourner vers Jean-François Sirinelli, qui est devenu mon directeur de thèse. Donc vous connaissez par son père, je pense, en tant qu'historien du contemporain, mais Jean Sirinelli aussi. Et j'étais assez surpris qu'il accepte qu'avec un DEA d'histoire romaine, je puisse m'inscrire en thèse d'histoire contemporaine, mais lui-même avait fait un mémoire de maîtrise sur un des diadoques. Donc, il m'avait accueilli gentiment. Voilà. Et puis, j'ai rencontré Antoine Savoie ensuite, que je salue, qui m'a fait confiance, professeur à Paris 8, et pour un premier article dans les études sociales sur Coubertin en l'occurrence, et puis un volume collectif qu'on a édité ensuite en 2003. Voilà, c'était le moins important pour un jeune chercheur, on va dire. Et puis il y a eu cette nomination à Lausanne en 2015. Donc voilà, je me retrouve à 500 mètres du siège du CIO, qui ne m'apprécie pas particulièrement parce que j'essaie de faire mon métier de chercheur, de mettre à distance l'institution olympique et en l'occurrence le père fondateur des Jeux Olympiques, Pierre de Coubertin, et ce n'est pas très mal vécu. Ça me vaut beaucoup d'animosité. Alors, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, mais je reçois des mails quand même assez agressifs, notamment les tribunes que je peux signer dans Le Monde.
L'une sur pourquoi Pierre de Coubertin ne sera pas panthéonisé en 2024, et puis la dernière sur la trêve olympique, où j'ai osé dire qu'elle était une invention du Troisième Reich. Et voilà, donc c'est pas la position du chercheur en histoire du sport n'est pas toujours très évidente. Alors je ne sais pas comment on circule. Voilà. Donc il y a une actualité éditoriale concernant Pierre de Coubertin assez récente, et puis toute une série d'événements, de conférences. Pour vous situer un peu la position du chercheur dans cet univers, on se retrouve finalement en tant qu'historien du sport face à d'autres, j'allais dire écrivains de l'histoire du sport, je ne sais pas comment les appeler, d'autres historiographes, voilà, de l'histoire du sport, et qui nous met dans une situation de minorité face à la vague éditoriale, et qui nous met aussi dans une situation d'être accusés de trahir l'institution ou au contraire de collaborer avec elle. Donc, par exemple, ce livre tout récent qui a mis en exergue une lettre de Coubertin en 1935, que Coubertin adresse à Hitler, 1937, pardon, mars 1937, en remerciement voilà, du soutien qu'il a reçu du Troisième Reich, qui est sorti largement de son contexte. Je ne dirais pas ni que Coubertin est un nazi, ni qu'il est un adversaire des nazis, bien évidemment. J'essaierai de vous expliquer la complexité de sa situation. Mais vous avez aussi, par ailleurs, voilà, tout un activisme pour en faire, au contraire, un visionnaire, un humaniste. C'est l'objet de l'exposition qui aura lieu dans le 7e arrondissement à Paris très prochainement. Donc cette biographie de Coubertin, à laquelle je travaille depuis 25 ans, que je n'ai jamais pu publier, parce que en tant que professeur d'histoire en Cagne aussi, pendant 13 ans, j'avais autre chose à faire. Elle devrait sortir sous un format réduit à l'automne. Ce n'est pas la biographie dont j'aurais rêvé, mais ça sera déjà un effort intéressant pour susciter la controverse, immanquablement, puisque c'était un personnage extrêmement controversé. À tel point qu'on peut se demander si une biographie est possible pour un tel personnage. D'abord parce qu'il a publié 12 000 pages imprimées, à la mesure finalement des adversités qu'il a rencontrées. Plus il rencontre d'opposition, il en a rencontré énormément tout au long de sa vie, plus il a publié pour se justifier et puis reconquérir des positions au niveau national et au niveau international, parce qu'aussi la correspondance qu'il tient est considérable. C'est plusieurs milliers de lettres qui sont, alors pour une partie d'entre elles, conservées aux archives du CIO à Lausanne, mais pour une partie aussi qui se retrouve dispersée dans toute une série d'archives privées. Et même en y passant 25 ans, je ne peux pas vraiment faire le tour. Je pense avoir à peu près identifié le personnage, mais ça représente une véritable difficulté. Donc ce n'est pas une biographie aussi simple que cela à écrire. Et le personnage lui-même, même quand on essaie de l'approcher en historien du contemporain, à la bascule des 19e et 20e siècles, il nous vient d'une autre époque en vérité, alors pas de l'Antiquité, je suis désolé pour les collègues antiquisants, mais plutôt du Moyen-Âge. C'est un aristocrate qui a pour ambition de reconstituer une nouvelle élite qu'il appelle chevalerie du sport en vérité. Alors qui emprunte ses valeurs au monde de l'aristocratie, en tout cas de la noblesse d'épée, mais qui doit affronter les modernités de la fin du XIXe siècle. Et tout son projet est finalement de tordre ces modernités et de les rendre compatibles avec la culture politique familiale et avec l'idée qu'il peut se faire aussi de la France, parce que c'est un grand patriote. Je n'en ferai pas un nationaliste. Il est plutôt rejeté par le camp de Maurras, depuis longtemps d'ailleurs, depuis l'époque de la réforme sociale. Mais il n'est pas non plus facilement accepté par les républicains. Et ça a joué pour beaucoup à la fois dans les jeux de mémoire qui le concernent, et le fait qu'il est très peu honoré en France alors qu'il est encensé à l'étranger. Et ça le met dans une position finalement d'exil intérieur. Et son départ vers la Suisse au fil des années 1917-1925, parce qu'il a mis un peu de temps quand même à se décider à résider en Suisse, s'explique aussi par cela. C'est-à-dire qu'il est à la fois attaqué sur sa droite, à la fois attaqué sur sa gauche, et dans un pays qui connaît une forme de sinistrisme, comme disaient certains autrefois en sciences politiques, c'est-à-dire que cette République, elle se déporte quand même vers la gauche, et lui, s'il était arrivé à être un jeune homme dans une position, disons, de modération politique, la République se déportant vers la gauche, il se retrouve, lui, repoussé vers la droite de l'échiquier politique. Et ça a joué pour beaucoup
dans sa disparition finalement du paysage français, au point qu'à sa mort, Le Figaro a publié une photo de lui qui était celle de son frère. Voilà, il avait fini oublié. C'est un peu la rançon de sa gloire. Alors s'il est resté dans l'histoire et s'il est devenu aussi célèbre, c'est essentiellement pour ce discours-là. La pièce d'archive, comme m'a dit mon épouse, tu as travaillé pendant 25 ans sur Coubertin, tu as été incapable de la découvrir. Elle s'est vendue quand même 8 800 000 $. On aurait pu faire quelque chose avec ça. Mais voilà, elle a ressurgi à plusieurs reprises et elle a été maintenant confiée, cette pièce d'archive, ces 14 pages manuscrites de sa main, assurément, où pour la première fois, il évoque l'idée de Jeux olympiques et de leur rétablissement. C'est un oligarque russe qui est le président de la Fédération internationale d'escrime qui a racheté cette pièce d'archive et que vous pouvez voir maintenant au Musée olympique à Lausanne. Dans ce discours prononcé le 25 novembre 1892, comme on dit en Suisse, mais 92, c'est un discours qui est prononcé devant l'Union des sociétés françaises de sports athlétiques, qui est la matrice des fédérations sportives actuelles, qui fête son 5e anniversaire. Et cette fédération multisport, Coubertin en est le jeune secrétaire général. Lui-même est né en 1863, il décède en 1937, donc sa vie se partage exactement en deux entre le 19e et le 20e siècle, même si ça n'a aucun intérêt pour l'historien de savoir cela, mais ça permet de le situer en tout cas. Ces moments historiques sont beaucoup plus complexes que ça. Et il se retrouve finalement en tant que jeune secrétaire général dans une position assez singulière parce que lui, il a un projet qui est très inspiré du modèle éducatif anglais et il veut le promouvoir en France. Ce discours, il l'avait déjà prononcé en partie devant l'Union chrétienne des jeunes gens de Paris le 11 avril 1891. Et j'ai reporté en fluo ce qui avait déjà été prononcé en 1891 par Coubertin. Et puis le reste du texte, c'est celui du 25 novembre 1892. Donc je peux lire cet extrait quand même parce qu'il est fondateur et puis il est extrêmement riche d'informations. Il y a des gens que vous traitez, donc c'est la fin, c'est la péroraison, il y a des gens que vous traitez d'utopistes lorsqu'ils vous parlent de la disparition de la guerre et vous n'avez pas tout à fait tort. Mais il y en a d'autres qui croient à la diminution progressive des chances de la guerre et je ne vois pas là d'utopie. Il est évident que le télégraphe, les chemins de fer, le téléphone, la recherche passionnée de la science, les congrès, les expositions ont fait plus pour la paix que tous les traités et toutes les conventions diplomatiques. Eh bien, j'ai l'espoir que l'athlétisme fera plus encore. Ceux qui ont vu 30 000 personnes courir sous la pluie pour assister à un match de football ne trouveront pas que j'exagère. Exportons des rameurs, des coureurs, des escrimeurs. Et puis ensuite, il part de la paix. Ça, c'est le discours de 1891, donc devant ce qu'on appelle les YMCA aux États-Unis. C'est les jeunes gens protestants de Paris qui sont à la veille, finalement, de se livrer aux premières pratiques sportives dans la capitale. Et c'est une conférence qu'il donne alors que la pierre sera bientôt posée pour construire le bâtiment de la rue de Trévise, qui est composé d'une piscine en sous-sol, d'un gymnase où la première partie de basketball a été jouée, et puis aux étages, vous avez une bibliothèque, et ensuite c'est une salle de cinéma et de conférence, voilà, qui existe encore aujourd'hui, que vous pouvez visiter. Et il poursuit donc, voilà le libre-échange de l'avenir, et le jour où il sera introduit dans les mœurs de la vieille Europe, la cause de la paix aura reçu un nouvel et puissant appui. Cela suffit pour encourager votre serviteur à songer maintenant à la seconde partie de son programme. Il espère que vous l'aiderez comme vous l'avez aidé jusqu'ici, et qu'avec vous, donc première partie de son programme, développer l'éducation sportive dans les établissements d'enseignement secondaire en France. C'est son premier projet qu'il lance en 1886 à l'âge de 23 ans. Ici, il est à la veille de ses 30 ans puisqu'il est né le 1er janvier 63. C'était quand même un jeune homme. Il espère donc que vous l'aiderez comme vous l'avez aidé jusqu'ici et qu'avec vous, il pourra poursuivre et réaliser sur une base conforme aux conditions de la vie moderne cette œuvre grandiose et bienfaisante, le rétablissement des Jeux olympiques. C'est ce discours qui l'a fait entrer dans l'histoire d'une certaine manière parce que quelques mois plus tard, en juin 1894, un congrès qui réunira des sportsmen en Sorbonne va adopter le principe du rétablissement des Jeux olympiques sous une forme moderne. Et 2 ans plus tard, à Athènes, à la Pâque orthodoxe 1895,
1996, pour le 75e anniversaire de la renaissance de l'État grec, enfin de la naissance plutôt de l'État grec moderne, eh bien, se déroulent les Jeux olympiques à Athènes. Même les Grecs, à l'époque, lui ont concédé qu'il était l'inspirateur, en tout cas. Mais c'est une histoire qui est un petit peu plus compliquée, à vrai dire. Donc c'est cette idée du rétablissement des Jeux olympiques sur une base conforme aux conditions de la vie moderne que je veux essayer de dénouer avec vous, parce qu'il y a un enchevêtrement ici de temporalité et puis de contexte qui nécessite vraiment une explication. D'abord, le jeune Coubertin, en 1889 à 26 ans, il est introduit notamment par Frédéric Passy et Jules Simon au Congrès de la Paix à Paris. Et à cette occasion, il va se convertir à ce qu'on peut appeler le libéralisme, le pacifisme libéral, par opposition au pacifisme des socialistes qui rejettent l'idée même de guerre. Ici, c'est l'idée plutôt d'un pacifisme des patriotes. Et il va en produire une version athlétique. C'est tout ce discours que vous avez entendu sur voilà, exportons des rameurs, des coureurs. C'est l'idée que, bien sûr, et chez Coubertin c'est important, et il a loué Ernest Lavis pour cela. Il est important de développer l'apprentissage des histoires des autres nations du monde, en France, mais ailleurs aussi. Bien sûr, ces libéraux considèrent que l'accroissement des échanges, l'abaissement des tarifs douaniers, l'ouverture des frontières permettent un enrichissement collectif et donc devraient pouvoir faire reculer le spectre de la guerre. Donc c'est bien dans cette ambiance du liberal pacifism que Coubertin se situe. Mais il est aussi un grand patriote. La devise de l'USFSA, pour la patrie, par le jeu, parce qu'on n'a pas de mots pour dire en latin le sport, mais c'est ce qu'ils veulent signifier. Et une autre devise est forgée en 1891 par le père Didon, donc un prêcheur dominicain, plus vite, plus haut, plus fort. Donc Coubertin fera la devise du Comité international olympique lors du congrès de 1894 en Sorbonne. Donc on a affaire à la fois à cette version athlétique du pacifisme libéral, avec un rejeu de l'Antiquité, mais qui est lié tout simplement à la culture des humanités dans ces différentes élites sociales, avec l'idée quand même du dépassement de soi, de la performance, qui est à l'image de la société industrielle de l'époque. Ce n'est pas très étonnant. Alors, le terme d'athlétisme qui est utilisé par Coubertin dans son discours, il parle, eh bien, j'ai l'espoir que l'athlétisme fera plus encore, doit nous interpeller parce que ce n'est pas le terme sport qu'il emploie. Il fait bien référence à l'athlétique. Pour quelle raison ? Eh bien parce que le terme sport à l'époque est connoté de manière assez péjorative. Il renvoie à une sorte d'otium, de mondanité, ou bien à l'univers des paris sportifs, et pas du tout au sport tel que nous pouvons le concevoir. Donc s'il veut absolument réussir sa campagne et sportive et olympique, il a plutôt intérêt à se saisir du terme venu de l'Antiquité, athlon on va dire, et donc d'athlétisme, qui en est la version française d'un vocable anglais, athletics. Et en France, on aime bien les suffixes en isme, ça renvoie aussi à des courants, à des mouvements, à des idéologies. Donc c'est l'idée que voilà, on va pouvoir se saisir des pratiques modernes, celles de l'athlétisme contemporain, et Coubertin les nomme dans son discours. Il parle du football. Dans son esprit, il n'y a qu'un football, c'est rugby football, le football qui est pratiqué au rugby college, c'est-à-dire à la main, alors que les manants jouent avec les pieds. Ça s'appelle l'association soccer, le football tel qu'on le conçoit aujourd'hui. C'est important, c'est un élément de distinction essentiel. L'aviron, rowing, la course à pied, donc, et puis l'escrime, fencing. Vous avez là des univers, du point de vue des cultures athlétiques, qui sont extrêmement différenciés. L'univers des footballs, c'est plutôt celui des colleges britanniques, avec l'aviron. C'est très différent du canotage français. La course à pied est retrouvée et retravaillée par les Anglais. L'escrime, en revanche, c'est vraiment un art nobiliaire qui est remodernisé à l'époque. Beaucoup d'escrimeurs, à l'époque de Coubertin, refusent d'être considérés comme des sportifs. Ils considèrent que l'escrime est un art, mais pas du tout un sport. Donc cette question de la dénomination est fondamentale, et elle produit un certain nombre souvent de contresens.
Je crois que la seule solution, même si c'est pour en avoir discuté souvent avec Jean-Paul Thuillier, par exemple, qui adore parler du sport à Rome, voilà. Je peux le comprendre pour les collègues antiquisants. Ça pose beaucoup plus de problèmes en histoire contemporaine, finalement. Parce que les usages se démultiplient du sport et selon les différents milieux sociaux et les pays concernés, on ne va pas affecter le même sens à ce vocable. Donc j'encourage vraiment, je m'efforce moi-même à chaque fois de dire hic et nunc, c'est-à-dire vraiment regardons quel milieu social emploie ce terme, pour quelles activités, avec quelle finalité, parce que c'est vraiment un terme polysémique et qui peut nous induire en erreur et considérer que le sport à l'époque de Coubertin c'était quelque chose de tout uni. Non, pas du tout. Il y a une extrême diversité des pratiques, des finalités qui peuvent être éducatives, qui peuvent être de simples loisirs, de distinction ou au contraire d'exclusion sociale. Donc il faut regarder vraiment au cas par cas et par groupe social et par pays, c'est essentiel. Il s'adresse ici dans son discours aux dirigeants et aussi aux jeunes athlètes de l'Union des sociétés françaises de sports athlétiques et à ceux d'Europe, d'une certaine manière, puisqu'il envisage des compétitions internationales, voire aux jeunes athlètes américains qui sont des amateurs au sens de l'amateur d'art. C'est un effet de distinction sociale par l'athlétisme assez fort, qui se joue dans le terme même d'amateur. À l'époque, l'amateurisme, c'est une barrière de classe, de genre et de race, comme on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire que l'amateurisme, c'est une manière d'exclure les manants, les pratiquants issus de milieux sociaux pauvres, qui ont nécessité, pour pouvoir élever leur niveau de performance, eh bien, d'être rémunérés d'une manière ou d'une autre pour leur pratique. Soit parce qu'ils vont être professionnalisés par quelqu'un qui va les salarier, soit parce qu'ils vont vendre leurs compétences, soit parce qu'ils vont être partie prenante de paris sportifs truqués, soit parce qu'ils vont vendre des articles à la presse pour les prouesses qu'ils ont pu réaliser. Et la catégorie des amateurs, elle vise à se séparer de tous ces nouveaux pratiquants qui ont surgi tout au long du XIXe siècle dans les différentes pratiques qui vont converger dans le vocable de sport à la fin du XIXe siècle. Même si ce terme de sport, il est repris de des sports, de la langue de Rabelais, on va dire, pour dire les battements, l'effort physique, le jeu peut-être. Du côté des Anglais, c'est d'abord fishing or hunting, donc, mais pas n'importe quelle chasse, une chasse de la gratuité, c'est-à-dire on ne va pas consommer le gibier, on chasse le renard, fox hunting. On ne va pas le tuer, surtout pas, il va mourir d'une crise cardiaque parce qu'il est cerné par les chiens. C'est la réalité de la chasse au renard. Et puis, fishing, ce n'est pas non plus la pêche que l'on peut imaginer. Corbin en a longuement parlé, mais voilà, on ne va pas mettre les mains dans la terre pour aller chercher des vers. Non, on fabrique sa mouche comme un orfèvre. Et ce n'est pas du tout la pêche des prolétaires. Là, on a vraiment la pêche de l'élite aristocratique de l'époque. Et puis très rapidement, collective games, donc ces jeux des public schools, donc les footballs, les différentes formes d'athlétisme vont entrer dans la définition du comté des Anglais. La question va se poser ensuite sur le continent de savoir qu'est-ce qu'on met dans le vocable sport, qu'est-ce qu'on y intègre, est-ce que l'escrime, qui est une pratique d'un autre âge, elle doit y figurer? Qu'en est-il des gymnastiques, de la gymnastique à la façon des Prussiens, donc en force aux agrès, invention de Ludwig Friedrichian, ou bien la gymnastique plus réparatrice, médicalisante, celle des Scandinaves, et puis bien d'autres pratiques. Le cyclisme, où est-ce qu'on le met? Est-ce que c'est un sport ou pas? Vous voyez les questions qui se posent. Ce qui va se jouer finalement dans ces années 1880, qui sont un des moments de la mondialisation athlétique, c'est la première mondialisation athlétique qui se déroule à ce moment-là, au sens des rencontres entre athlètes et clubs des différentes nations occidentales de part et d'autre de l'Atlantique. Ce qui se joue, c'est la construction d'une communauté de sportsmen, donc issus des élites aristocratiques et de la grande bourgeoisie, qui se réunissent dans des moments qui sont essentiellement mondains, mais où on va exercer son corps, pour les uns dans une logique uniquement de loisir, et pour ceux comme Coubertin, dans une logique où l'on va chercher vraiment le record et le dépassement.
C'est une fracture qui s'introduit au sein même des aristocraties et des grandes bourgeoisies, entre ceux qui sont du côté, voilà, on va dire, du pur loisir, et puis ceux qui sont des amateurs, bien évidemment, toujours. Ils n'ont aucun lien avec le monde de l'argent, mais qui sont engagés dans une forme de compétition. Et c'est une sortie de classe, d'une certaine manière, en tout cas, c'est pour Coubertin une manière de sortir de son milieu, parce que du côté de sa famille, par exemple, on est très surpris de le voir en chandail de sport, avec les bras nus. C'est considéré comme une rupture avec son origine sociale. Et cet amateurisme, il est parfois inscrit dans les statuts même des clubs. En Angleterre, Fédération d'athlétisme d'aviron précise « no workers », par exemple. Vous voyez, c'est très clair. Évidemment, à l'entrée des clubs de golf, « no women », et dans beaucoup d'autres clubs aussi. Donc on a vraiment un amateurisme qui va générer une forme de cosmopolitisme athlétique, transatlantique comme on dirait aujourd'hui, mais qui est masculin par définition, occidental, et extrêmement élitaire. Et pour Coubertin, emprunter aux Anglais l'éducation sportive qui est délivrée dans certaines public schools et dans les universités, c'est une manière de fabriquer des nouveaux Tories français, une sorte de nouvelle chevalerie française. Et son inspiration, là, elle lui vient bien évidemment beaucoup plus des mondes médiévaux que de l'Antiquité. Donc c'est à ces sportsmen qu'il s'adresse, français et étrangers, pour réaliser un événement inédit, une sorte d'exposition universelle de tous les sports. Et il n'y a pas de mot pour dire cela à l'époque. Le terme même de championnat du monde est en usage à compter de 1891-92 pour les premières compétitions qui se déroulent notamment en cyclisme, en boxe, voire en patinage sur glace, avec des fédérations qui naissent justement dans l'année 1892, première fédération internationale. Donc il faut bien retrouver, comme dit Antoine Pro, le présent du passé, en l'occurrence athlétique, et celui des sportsmen, pour comprendre la difficulté devant laquelle se trouve Coubertin, qui veut concourir à la rencontre et à la paix internationale par le sport entre sportsmen, pour des pratiques qu'il souhaite les plus larges possibles, puisque un sportsman n'est pas un spécialiste. Un spécialiste, c'est un professionnel qui va se spécialiser dans un sport. Or, un amateur de sport doit être capable de pratiquer tous les sports. Et c'est d'ailleurs le titre de la revue de l'Union des sociétés françaises de sports athlétiques. Tous les sports. Parce que quand vous pratiquez tous les sports en fonction des saisons de l'année, eh bien vous faites la preuve de votre éclectisme athlétique, de votre goût pour le sport, d'un certain sport, mais vous ne basculez pas dans le monde de la vulgarité professionnelle. Et pour trouver un mot, alors, rassembleur, le terme même de championnat du monde n'existe pas, mais en plus, il n'est utilisé, ou il existe à peine, il est utilisé pour un sport imprécis. Comment faire pour dénommer un événement international qui rassemblerait les sportsmen de différentes pratiques sportives? Eh bien, c'est le mot de Jeux olympiques qui lui vient à l'esprit, parce qu'il est l'élève des jésuites, qu'il a une bonne connaissance de son latin et de son grec de l'époque, qu'il a été formé donc aux humanités, comme tous ceux auxquels il s'adresse d'ailleurs. Parce que Coubertin réserve l'éducation athlétique aux jeunes garçons de l'enseignement secondaire. Ceux des établissements privés, type l'Alsacienne, École Monge, qui est devenu ensuite le lycée Carnot. On va travailler sur l'École Monge, Antoine. Et puis aussi ceux des établissements religieux. Ils n'arrivent pas à gagner les jésuites, mais les dominicains, par exemple, avec le Père Didon, j'ai déjà évoqué, les oratoriens à Juilly, qui sont en difficulté pour vendre leur offre sportive en quelque sorte et qui ont une nécessité de moderniser en offrant beaucoup plus de langues vivantes, beaucoup plus de voyages aussi. Le Père Didon va amener ses élèves en caravane scolaire à Athènes en 1896, où il prononcera un prêche et il les amènera ensuite en Terre Sainte, par exemple. On offre aussi beaucoup plus de sciences qu'on les offrait dans les établissements publics, dans les lycées. Mais Coubertin fait aussi campagne en direction des lycées et il s'appuie ici sur l'ancien ministre Jules Simon. Donc il y a chez lui l'idée de pouvoir, d'une certaine manière, par l'athlétisme, travailler à la concorde sociale en France, entre les établissements religieux, confessionnels, les établissements privés et puis les établissements publics. C'est de son obsession, la paix sociale,
D'où l'idée qu'il est passé par la réforme sociale de Frédéric Leplay, en plus d'être un ancien élève des Jésuites et d'avoir fait quelques années à l'École libre des sciences politiques à Paris. En tout cas, c'est un personnage qui peut nous sembler un peu roublard, hein, au sens quasiment de l'histoire grecque ancienne, hein, peut-être comme Ulysse, je ne sais pas. Mais en tout cas, jamais il n'évoque d'autres initiatives qui ont eu lieu avant lui et qu'il connaissait fort bien. Les jeux de Zapas, 5 occurrences entre 1859 et 1889, c'est un bienfaiteur de la Nouvelle-Grèce qui a voulu ressusciter en quelque sorte les concours antiques. Mais il s'agit bien de concours antiques. C'est pour ça que Coubertin insiste dans son discours sur une base conforme aux conditions de la vie moderne. Il ne veut pas un revival, comme disent un peu les anglo-saxons, ou un pageant, c'est-à-dire des gens qui viennent en tenue à l'ancienne. D'ailleurs, à l'issue de ce discours, on est venu lui demander, il écrit dans ses mémoires, est-ce que c'est vrai ou faux, si les athlètes allaient se produire nus, par exemple. Alors, il suscite plutôt de l'incrédulité. En tout cas, ces jeux de Zapas avaient eu leur existence en 1889. Il en était informé. Pourquoi ? Parce qu'en 1890, il s'est rendu à Much Wenlock, donc en Angleterre, où là, il a été introduit à des compétitions annuelles, les Olympian Games, qui se déroulent depuis 1852, qui sont d'abord et essentiellement des compétitions à l'échelle d'un comté anglais, puis de quelques comtés, qui vont devenir des compétitions nationales, mais très tardivement, mais avec des pratiques qui sont essentiellement des pratiques rurales. Ça parlera peut-être plus aux modernistes ici, mais vous voyez des jeux d'adresse ou de confrontation athlétique, les vieilles luttes par exemple, avec une petite introduction de compétition athlétique. Mais le médecin qui est à l'origine de ces Much Wenlock Olympian Games, lui, il est dans une logique plutôt d'assainissement moral de la population, d'amélioration de la santé. Et il n'est pas dans une logique internationaliste, même si, ayant entendu parler des jeux de Zapas, il a pris contact dans les années 1880 avec les organisateurs grecs pour leur proposer de faire des compétitions internationales. Coubertin occulte totalement, à l'époque et beaucoup plus tard dans ses mémoires, ces deux références-là. Mais pire encore, je pense, et pour le coup, Frédéric Passy, dans une lettre qui est conservée aux archives du CIO, qui date de 1894, Frédéric Passy, le sénateur, lui rappelle que l'idée avait déjà été mise avant lui. Et cette idée, c'est celle d'Hodgson Pratt, donc un des premiers, un des grands animateurs des congrès de la paix des années 1880-1890, qui sera prix Nobel, je pense, qui lui propose en novembre 1891 une fête de fraternité entre étudiants des deux mondes, se déroulant donc à intervalles réguliers, avec une rotation, donc comme le seront les jeux proposés par Coubertin, Quadriennaux, avec des concours d'éducation physique. Il donne la liste d'ailleurs, ce sont plutôt des concours d'athlétisme, de course, de lancer, de saut, et des concours de prose et de poésie pour ces concours-là, portant sur la concorde et la coopération internationale. Et Coubertin ne peut pas méconnaître Hodgson Pratt, c'est ce que lui rappelle Frédéric Passy, mais parce qu'il est aussi un jeune homme introduit dans les congrès de la paix depuis 1889, et il lit la presse française, bien sûr, et internationale. Il le sait fort bien, mais il l'évacue de son écriture de l'histoire. Donc, vous avez à peu près toutes les pièces en main pour comprendre à la fois son idée d'éducation par le sport et puis aussi son projet de rencontre athlétique internationale à des fins de paix. Mais je crois que c'est important aussi, pour bien le situer, de le reprendre dans son parcours, dans son itinéraire biographique, depuis sa naissance, et je vais essayer de faire très vite quand même, jusqu'à son décès, pour voir quelles sont les modernités qu'il a dû affronter et comment il a essayé de les dompter finalement, ou de les tordre. Parce que c'est ça sa difficulté, c'est que ces modernités qui surgissent, elles viennent vraiment le troubler, le percuter, le mettre dans une position extrêmement difficile. La première difficulté pour lui, un fils de baron, et par sa mère descendant d'un marquis légitimiste, par son père d'un baron orléaniste, en soi c'est déjà intéressant. Il va se marier avec une protestante alors qu'il est issu d'un milieu très catholique. Il a été embrassé par le pape au moment du concile de l'infaillibilité. Son père est un peintre sulpicien qui dote
la rue Oudinot et tous les établissements religieux de peinture qui mettent en scène les missionnaires jésuites, comment peut-il s'adapter à la France républicaine? D'ailleurs, il passe ses épreuves de baccalauréat à 16 et 17 ans. Donc 1863, vous voyez, on est en 79. Serge Bernstein nous dit la République devient républicaine. Et comment trouver sa place? Ses frères aînés ont 17 et 18 ans de plus que lui. Il y a un prosateur et puis un colonel de hussards. Eux, ils voteront pour l'Action française, ils rejoindront l'Action française. Lui, pas du tout. Il va se convertir finalement à la République, mais je vais y revenir, une certaine République. En tout cas, il vit dans ce moment à la fois d'angoisse d'une France qui a été vaincue en 1870 et qui voit maintenant arriver des républicains au pouvoir et l'installation au pouvoir des gambettistes puis des ferristes. Ça, c'est une première modernité qui va le soumettre à des tensions très fortes dans son milieu familial, mais aussi pour faire carrière. Ça devient compliqué dans cette République-là. L'autre difficulté pour lui, c'est de finalement faire accepter sa conversion aux sports anglais. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, il a beau avoir écrit énormément sur son propre itinéraire, il n'a jamais expliqué dans quelles circonstances il avait découvert les sports anglais. Et ça, en même temps, j'ai dans sa biographie, si vous pouvez m'aider, mais j'ai un trou de 2 années, je ne sais pas du tout où il a préparé Saint-Cyr. Vers 1880-1882. Je n'ai jamais réussi à retrouver ses inscriptions à Saint-Cyr, c'est assez intéressant. Mais il a échoué, dit-il dans ses mémoires, j'étais à demi entré à Saint-Cyr. Ça veut dire quoi? Donc après petite enquête, j'ai retrouvé ses sujets d'oral, donc ça veut dire qu'il n'a pas été reçu à l'oral, mais il a été reçu à l'écrit. Après, comment les républicains enregistrent les candidatures d'aristocrates issus de familles virulemment monarchistes pour devenir finalement des officiers de la République. Est-ce que c'est à l'oral qu'on l'a barré? Mais on connaît d'autres jeunes aristocrates qui ont réussi le concours de Saint-Cyr tout en n'étant pas des républicains. Donc je ne sais pas, en tout cas, ça va le marquer pour longtemps parce qu'il a ensuite, par dépit, il n'a pas voulu faire son service militaire, ce qui est assez étonnant et qui explique peut-être que pendant la guerre, il ne réussisse pas, alors que d'autres ont le même âge que lui, 51 ans et plus, à pouvoir s'enrôler. Je ne sais pas si c'est l'explication. En tout cas, devenir un homme de sport français, c'est véritablement heurter son milieu, d'autant qu'il va essayer de le combiner avec la propagande en faveur de l'éducation sportive en France. Il faut bien regarder ici la chronologie, parce que son premier discours en faveur de l'éducation sportive, ça m'avait longtemps échappé, mais date de 1886, c'est-à-dire à un moment où il n'est pas encore rallié à la République. Donc, ce fait que son projet d'éducation sportive, il le conçoit dans la perspective d'un retour de la monarchie. Mais très vite, il va se rétablir. Il va trouver une solution. Ça passe par l'action sociale, d'une certaine manière, par la réforme sociale, par le milieu des Leplésiens, qu'Antoine, tu connais parfaitement bien, de réforme sociale qui vise à éviter la révolution, le Grand Soir, et qui en même temps permettent une amélioration de la condition ouvrière. Et Coubertin, dans ses premières enquêtes, il s'intéresse au logement ouvrier, par exemple. Puis après, il mènera l'enquête sur les établissements scolaires. Mais c'est d'abord cette idée-là, vers l'âge de 21 ans, qui va le motiver de contribuer au recul du Grand Soir par l'amélioration de la situation des ouvriers en France, par un certain nombre d'actions, de lois sociales. Et c'est comme cela qu'il considère que l'Angleterre, finalement, a réussi. Alors même si on ne peut pas nécessairement rétablir la monarchie en France, oui, dans certaines limites, hein, mais il n'y a pas de révolution ouvrière qui ait triomphé en Angleterre, ils ont conservé la monarchie, pour lui c'était essentiel. Comment faire en France? Comment est-ce qu'on peut finalement conjuguer la nouvelle République qui est en train de s'installer et puis l'ambition de ce jeune aristocrate de faire reculer le Grand Soir, de participer à la concorde religieuse également. C'est un grand sujet pour les Coubertins, dont le roi de France idéal est Henri IV, et pas du tout Louis XIV. Il renie à plusieurs reprises ce Louis XIV, et encore plus Napoléon. La seule solution, c'est la réforme sociale. Voilà. Et donc il va conjuguer éducation sportive, réforme sociale, ralliement républicain, et comme il l'explique dans ses mémoires, sur le terrain constitutionnel,
C'est la période du pré-ralliement hein, pour Jean-El Gamal, avant le grand ralliement des années 1890-92. Mais sur le terrain constitutionnel, ça signifie quoi? Ça signifie en fait que son ralliement est conditionnel. Et il est conditionné à la défense des libertés et des privilèges de l'Église. Et ça explique ensuite son éloignement de la République, dès lors qu'on entre dans la phase de l'affaire Dreyfus, et puis la loi de séparation des Églises et de l'État, et même la loi 1901. Donc son projet, sinon je l'ai dit, c'est de fabriquer de jeunes Tories français par le sport. Il est au cœur d'un air du temps olympique. Il participe en tant qu'acteur aussi à la mondialisation sportive, puisqu'il organise des compétitions avec des jeunes Anglais, avec des jeunes Américains, et il opère cette grève pacifiste. C'est dans ce moment-là que se situent ses discours. Et toute la difficulté pour lui ensuite, face au glissement de la République au moment de l'affaire Dreyfus, puis à différents moments dans l'histoire républicaine, de pouvoir tenir finalement sa position de modéré en République. Et il y arrive extrêmement difficilement. Et le premier obstacle qui se présente à lui, c'est la mutation de l'Union des sociétés françaises des sports athlétiques, dont il est le secrétaire général, en union gouvernementale, comme il la dénonce en 1898, c'est-à-dire que cette union accepte les subventions du gouvernement pour développer l'action sportive, la diffusion des sports en France. Et pour lui, c'est à la fois se soumettre à l'État qu'il aborde, et en même temps se soumettre à un État républicain qui est devenu dreyfusard. Et ses collègues de l'USFSA, finalement, vont obtenir sa démission de ce poste de secrétaire général, et il démissionnera en 1906 de celui de secrétaire général honoraire. Donc on peut lire aisément son refoulement finalement vers la droite par les dirigeants du sport français à l'époque qui ont pris fait et cause pour la République dreyfusarde. En tout cas, pour ceux qui ont pris la majorité dans l'Union des sociétés françaises pour l'athlétique, mais pas pour tous. Il y a toute une série d'autres pratiques sportives du côté de l'escrime, de l'équitation, où là, on est plutôt dans des logiques de défense du régime monarchique et de l'ordre ancien. La question se pose aussi en 1903 avec l'ordre qui est donné par le gouvernement à son frère de participer à l'expulsion des Chartreux. Et le colonel de Coubertin, donc Albert Médéric, démissionne avec fracas en informant la presse avant d'informer sa hiérarchie. Ce qui aujourd'hui ne serait pas forcément très bien toléré, mais alors à l'époque, c'était jugé impensable. Et ça lui vaut de ne pas obtenir sa retraite dans un premier temps, etc. Mais Pierre de Coubertin, lui, a pris fait et cause pour son frère à ce moment-là. Et ça a contribué encore plus à son éloignement du sport français, en tout cas des dirigeants de l'USFSA. Parallèlement, le contexte s'est tendu aussi parce qu'il y a d'autres initiatives, celle par exemple des catholiques français, qui créent en 1898 une fédération des patronages de gymnastique, qui devient en 1903 de gymnastique et de sport. Vous avez un premier socialisme sportif français autour des broussistes en 1906. Donc il y a des forces contraires à l'amateurisme qui est celui porté par Coubertin et par ses collègues. Et puis cette césure qui se réalise entre les dreyfusards et les non-dreyfusards. Coubertin étant un anti-dreyfusard modéré, mais un anti-dreyfusard quand même. Et ça contribue largement à le faire glisser vers la droite de l'échiquier politique. La loi de séparation en 1905 le conduit à mener une ambassade au Vatican avec les catholiques français qui désormais ont adopté le sport comme un moyen de ramener à l'Église les jeunes garçons notamment. Ils le feront pour les jeunes filles plutôt dans les années 1920, par exemple avec le basketball. Et tout cela conduit à l'éloigner. Et puis il y a des moments où il peut se recentrer d'une certaine manière politiquement. Par exemple en 1910, on est dans un moment de modération de la vie politique française, dans le cadre aussi de l'Union sacrée, du début de la guerre. Donc ce sont des moments où Coubertin redevient actif et visible. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'entre 1888, quand il a 25 ans, et puis 1910, il a tenté à 5 reprises d'être candidat à la députation dans la terre maternelle en Pays de Caux. Il a beau avoir été soutenu au départ par Jules Siegfried, le maire du Havre. En fait, l'espace politique est extrêmement réduit pour lui, parce qu'il se trouve face à des candidats
venus des rangs de la monarchiste, sur sa droite, et sur sa gauche, il y a une surenchère républicaine qui fait que lui, jeune aristocrate rallié, quoique, voilà, rallié à la République, c'est une sorte d'impasse politique à chaque fois. Et à chaque fois, il recule. Et en 1898, il écrit même une lettre aux électeurs de l'arrondissement du Havre, qu'il a fait imprimer et diffuser, où il explique qu'il ne se portera finalement pas candidat, et puis il encourage à voter pour... pardon, ça c'est pour pas trop dépasser le temps. Il encourage à voter pour Jules Méline à l'époque. On pourrait le mettre dans le camp des mélinistes à ce moment-là. Hein, donc l'année 14-15, pour lui, c'est une année, et j'aurai l'occasion de publier l'année prochaine ses carnets de guerre, qui est assez intéressante parce que il se trouve, dans ces carnets, il se trouve finalement beaucoup plus critique vis-à-vis de l'attitude des catholiques français, qu'il considère comme pas suffisamment engagés dans la défense patriotique, et beaucoup plus proche du peuple, comme il l'appelle. Il va faire des conférences populaires, et il est finalement agréablement surpris, je dirais, par le réflexe républicain de défense patriotique qu'il ne retrouve pas dans les milieux catholiques qu'il fréquente, en tout cas. Donc ça contribue largement, je pense aussi, dans ses interventions publiques, voilà, à aussi le ramener dans un espace de plus en plus inconfortable, hein, parce qu'il est très attaqué sur sa droite également. Et il a tenté en 1917 une candidature à l'Académie des sciences morales et politiques, soutenu par le baron Ernest Sellière, qui a échoué. Et c'est à ce moment-là, probablement, qu'il décide de partir en semi-exil. En 1915, il a déjà installé le siège du CIO à Lausanne. Et à partir de ce moment-là, il sera un peu gyrovague. On va dire qu'il va circuler de grand hôtel en grand hôtel. Et puis, il va finir par se fixer à Lausanne après la fin de sa présidence en 1925. Donc, il est président du CIO de 1896 à 1925. Il a succédé au grec Démétrios Bikelas, qui lui avait pris la première présidence. La règle qui avait été fixée, à bientôt Sabine, la règle qui avait été fixée, c'était que l'organisateur des Jeux à venir prendrait la présidence pendant l'Olympiade, donc pendant les 4 années. Et comme les Jeux devaient avoir lieu à Athènes pour la première fois, eh bien, il n'y avait que 2 années, 94-93, c'était Démétrios Bikelas qui est devenu le premier président du CIO. À ceci près que Coubertin voulait les Jeux à Paris, lui, pour 1900, pour l'exposition universelle. Il l'a écrit en juin, à la veille du congrès. Sauf que voilà, la diplomatie grecque a identifié ce congrès des sportsmen à Paris et a dépêché Démétrios Bikelas, qui est lié à la revue des études anciennes, qui est bien connu des hellénistes français à l'époque, qui est aussi par sa famille lié à un certain nombre d'armateurs et de commerçants établis à Marseille et puis à Londres. Il y a un réseau très français. Et ce Démétrios Bikelas, qui ne connaît strictement rien au sport, reçoit un document du roi Georgios, qui est en fait un prince danois, qui ne parle pas le grec, mais qui le fait membre d'honneur de la Société panhellénique de gymnastique. Et ce Démétrios Bikelas, finalement, se saisit de l'idée portée par Coubertin dans ce congrès de sportsmen pour dire, mais d'accord, mais c'est quand même les Jeux olympiques, c'est quand même une invention de la Grèce. Et nous proposons de les organiser à Athènes en 1896. Et face à lui, il a finalement des dirigeants sportifs qui sont issus des établissements secondaires français, des gymnasiums, des public schools, des universités en Angleterre, en Amérique, qui ont tous été formés aux humanités classiques. Et il fait un discours qui rappelle toutes les inventions de la Grèce antique. Et il l'emporte, sans difficulté d'ailleurs, hein, dans l'enthousiasme général, dans la petite commission qui s'intéresse à la renaissance des Jeux Olympiques, parce que l'essentiel de la commission, elle a été convoquée pour adopter une définition internationale de l'amateurisme. Parce que l'amateurisme varie dans ses définitions d'un pays à l'autre et d'un sport à l'autre. C'est un petit peu comme adopter une norme voilà, pour le maître étalon pour la seconde ou encore faire fonctionner la poste internationale. Hein. On est dans ce moment du liberal pacifism. Et la petite commission olympique, bien, finalement, elle accouche de ces Jeux d'Athènes pour 1896. Et par chance pour Coubertin, mais la Grèce, dans un moment d'exaltation patriotique, alors je ne dis pas qu'il y a une corrélation de cause à effet entre l'événement qui est une véritable réussite pour la monarchie, mais en tout cas, la Grèce se lance dans une guerre contre l'Empire ottoman qu'elle perd au printemps 97, c'est la banqueroute. Et la Grèce n'est plus en capacité d'organiser les Jeux tous les 4 ans comme elle le souhaitait.
parce que le roi George, à la fin des Jeux d'Athènes, s'est adressé aux athlètes allemands notamment et américains, qui étaient assez fortement représentés, pour leur dire rendez-vous dans 4 ans, les Jeux auront lieu en Grèce. Et Coubertin a fait un courrier dans le Time à l'époque pour dire non, le Congrès de Paris avait prévu que les Jeux seraient itinérants et qu'ils auraient lieu à Paris en 1900. Voilà. Donc il a profité finalement de cette défaite militaire de la Grèce, de la banqueroute, de la division politique en Grèce, pour organiser un congrès olympique au Havre, ressaisir un peu le mouvement sportif atlantique et puis organiser des Jeux à Paris qui n'auront pas lieu. Parce que les Jeux de 1900, il n'y a pas eu de Jeux olympiques puisque le gouvernement, vous l'avez compris, a bien identifié Coubertin. Voilà, on est dans un gouvernement radical, Dreyfusard, et Coubertin est repoussé vraiment dans les recoins de l'exposition de 1900 qui organise des concours internationaux d'exercice physique et de sport, où on proposera par exemple des concours de boules lyonnaises, de pêche à la ligne, de course de pigeons, de tir de canon, de chasse au sanglier, vivant ou pas, sur cible en tout cas. Et voilà, donc on est dans un autre univers de culture ludique, qui n'est pas du tout l'univers des sportsmen, c'est plutôt celui des pratiques populaires, de la France des anciens pagus, quoi, des anciennes provinces aussi, de ces jeux populaires, et qui ne sont pas du tout les jeux de l'élite qui vont se réfugier, pour ce qui est de l'athlétisme, dans les clubs UP du Bois de Boulogne. Donc on a, dans ces différents contextes, on a une éviction de Coubertin aussi de la dynamique olympique. Il n'a jamais contrôlé finalement les Jeux olympiques. En 1904, il se déroule à Saint-Louis. Il les souhaitait à Chicago, avec ses amis de Chicago. Il avait participé au Congrès des religions en 1893. Et à Saint-Louis, qui capture les Jeux finalement, c'est à l'occasion d'une exposition commerciale. On va en faire tout autre chose, avec y compris des anthropological days, c'est-à-dire des journées consacrées à humilier les peuples jugés inférieurs, les Bantous, les Pygmées, les Aïnous du Japon, les Sioux, à qui on va imposer de faire des compétitions athlétiques modernes pour démontrer leur infériorité raciale. Ces compétitions, elles ont lieu à côté des compétitions athlétiques qui sont un événement commercial, et l'organisateur, James Sullivan, lui, il travaille pour Spalding, la grande marque d'articles de sport. Et il vend d'ailleurs dans un gymnase ses articles de sport. Vous voyez, on est dans un autre univers cette fois-ci. Ce n'est pas l'univers des pratiques populaires issues des vieilles provinces françaises. On est dans l'univers commercial américain que Coubertin rejette, mais sur lequel il n'a aucune prise. Et en 1908, les Jeux devaient se dérouler à Rome. Dans son esprit, après la Grèce, ça devait permettre d'honorer l'Italie. Et finalement, c'est la banqueroute aussi pour la capitale italienne à ce moment-là. Il y a eu l'explosion du Vésuve. Beaucoup de choses ont fait que finalement, les Jeux sont détournés vers Londres. Coubertin essaie de les récupérer en faisant les Jeux de la Concorde franco-anglaise, avec ses amis qui sont introduits à divers échelons des différentes ambassades de France à Rome, à Madrid et à Londres. Mais ce sont des jeux qui lui échappent largement, encore une fois. Il n'y a qu'en 1912 à Stockholm, où, et d'ailleurs il s'en félicitera dans ses mémoires, les jeux lui conviennent parfaitement, parce que d'abord le souverain Gustave Adolphe est un sportsman pour lui, et que le gouvernement suédois n'a pas été particulièrement intrusif, ni le monde du commerce, qui sont la politique et le commerce sont les deux adversaires de Coubertin. Donc face à finalement ces captures des Jeux olympiques par des organisateurs sur lesquels il n'a aucune prise, Coubertin, qui a un fonctionnement très autoritaire, qui se trouve à la tête d'un comité international olympique qu'il a entièrement constitué et qui fonctionne selon le principe de la cooptation, eh bien, il va gérer presque seul avec lui-même, et il va gérer ses oppositions multiples qui se présentent devant lui. Et face à cela, il va conceptualiser l'olympisme, un terme qu'il n'emploie jamais avant 1901 et qu'il emploie essentiellement à partir de 1910, qui lui permet, alors probablement conçu à la rencontre de Jeux olympiques, d'amateurisme et de pacifisme ou internationalisme, il va conceptualiser son projet de paix internationale par le sport contre les ingérences politiques, contre l'intrusion des marchands du temple, et il va véritablement définir ce que doit être le sport
tel qu'il le conçoit, et pour des raisons qui tiennent à ses oppositions internationales, mais aussi aux oppositions qu'il rencontre à l'échelon national, il va essayer d'extraire finalement le sport des modernités de son époque. Et il va concevoir l'idée d'autonomie du mouvement sportif à ce moment-là. Il utilise le terme d'autonomie du sport. Pas de subvention, pas du SFSA gouvernemental. Le mouvement sportif, ça relève de l'espace privé. Ce n'est pas l'espace public, ce n'est pas le monde du travail. On est dans l'espace des loisirs, et c'est un espace qui ne doit pas passer ni sous le contrôle des marchands, ni sous le contrôle des politiques. Et il va aller plus loin en essayant même, en concevant l'idée même de neutralité du sport. Et cette notion de neutralité, elle renvoie aussi à son acception de la loi de 1905. Il considère que la loi a été détournée d'une certaine manière dans son application. Et que le sport doit être, comme la religion, un endroit qui relève du fort privé, en tout cas de l'univers de l'initiative privée, sans intrusion du politique notamment. Et cette idée, elle a prévalu particulièrement dans l'entre-deux-guerres du fait des assauts des idéologies fascistes, soviétiques, communistes et socialistes aussi, et d'autres mouvements qui ont essayé à l'échelle internationale de concurrencer le Comité international olympique et ses Jeux olympiques. Et ça va prendre du côté des dirigeants d'un sport qui se revendique comme neutre, qui ne l'est pas, qui est très conservateur et parfois très droitier. Ça va prendre la formule en anglais « don't make sport and politics ». On ne mélange pas le sport et la politique. C'est une formule qui nous imprègne tous, je pense, qu'on a tous à l'esprit. On a peut-être une nostalgie de l'amateurisme sportif, dont on a vu quelle est en fait sa fonction sociale et politique. Mais on a aussi à l'esprit que le sport ne doit pas être mélangé avec la politique. Et ces idées-là, elles sont conçues par Coubertin. Si pour le reste, on peut le vouer aux gémonies pour ses discours racistes, antiféministes, colonialistes, ce qui est une réalité de ses prises de position, on ne peut pas lui retirer d'avoir au moins conçu l'olympisme comme un instrument de défense sociale et politique, mais au moins il a théorisé cela, qu'on soit d'accord ou non. Vous avez peut-être compris de quel côté je suis, mais c'est dans en tout cas, c'est le message que j'essaie de faire passer à ses soutiens. C'est pas la peine d'essayer de le rattraper sur les questions sociales, notamment la place des femmes dans le sport, des indigènes, comme on disait à l'époque, ou des ouvriers, puisqu'il a toujours combattu leur participation au sport des élites. En revanche, sur sa capacité à construire une institution, à asseoir cette institution sur une théorie, l'olympisme, on ne peut pas le lui reprocher. Je vais en terminer avec un petit peu son éloignement. Ce qu'on pourrait le créditer aussi, c'est qu'il a réussi à choisir des membres du CIO suffisamment introduits dans les élites économiques, sociales et politiques, voire diplomatiques, pour défendre l'institution qu'il a conçue. Et cela vaut jusqu'à aujourd'hui. Ces membres du CIO, ils appartiennent dans le premier cercle à des pédagogues, qu'ils soient issus d'ailleurs des rangs de l'armée, de l'éducation ou du sport. Mais très vite, à compter 1906, ils recrutent des aristocrates ou des grands bourgeois qui sont influents dans les rouages des États concernés. Et comme il le théorise en 1908, un membre du CIO est un représentant du CIO dans une nation, et non le représentant d'une nation au sein du CIO, et ça vaut aujourd'hui encore comme dogme au sein du CIO. L'autre idée qu'il a portée, c'est que la géographie sportive, comme il l'écrit en 1912, n'est pas une géographie politique. C'est-à-dire que le CIO a capacité à fabriquer des nations sportives. Par exemple, à Stockholm 1912, Coubertin autorise la présence de la Bohème et de la Finlande, le Grand-Duché de Finlande du Tsar et la Bohème qui est dans l'Empire austro-hongrois, aux grandes dames d'ailleurs des souverains, qui vont utiliser leurs dirigeants, pourtant membres du CIO, autrichiens notamment et russes,
pour porter le fer contre Coubertin en 1914 dans un congrès qui a lieu à quelques jours du déclenchement de la guerre. Et Coubertin oubliera opportunément de publier ce rapport, ce qui fait qu'en sortie de Première Guerre mondiale, il continuera à fabriquer les nations sportives comme lui le conçoit, c'est-à-dire dans une dimension internationaliste, mais aussi favorable aux intérêts français. Il n'oublie jamais, jamais cela. La guerre, j'en ai déjà un petit peu parlé. Voilà, vous avez compris qu'il s'éclipse finalement parce qu'il est à la fois combattu sur le terrain national, il n'y a pas d'espace politique pour lui, mais il est aussi combattu sur le terrain international parce que son malheur, d'une certaine manière, c'est que les dirigeants français de l'Union des sociétés françaises des sports athlétiques, ce sont eux qui ont créé les fédérations internationales avant-guerre, qui les président au sortir de la Première Guerre mondiale et qui vont tout faire pour abattre Coubertin et le CIO en créant un bureau rattaché à la Société des Nations. Ça échouera, mais en tout cas, ça va largement expliquer son éviction et sa démission, que je considère comme forcée en 1925. Et à partir de là, bien, il devient une sorte de prophète qui se répand dans le désert olympique, en quelque sorte. Il va forger son concept de religio athleta, et c'est de plus en plus, on pourrait dire presque mégalomaniaque, c'est presque un jugement de valeur, mais il crée un bureau international de pédagogie sportive, une union pédagogique universelle, qui sont des coquilles vides en fait, mais qui lui permettent d'avoir encore une existence et de peser au moins tous les 4 ans par un discours à la jeunesse du monde sur les Jeux qui s'organisent en 28 à Amsterdam, en 32 à Los Angeles. La difficulté, c'est qu'en 33, eh bien, Hitler arrive au pouvoir, que les Jeux ont été confiés à Berlin 2 ans plus tôt, et que là, il va se heurter à autre chose qu'il n'a peut-être pas compris, mais qui va lui valoir finalement une damnatio memoriae jusqu'à aujourd'hui, puisque Karl Diem, l'organisateur des Jeux de Berlin, le secrétaire général qui organise les Jeux de Berlin, qui est défendu par un certain nombre de chercheurs encore aujourd'hui pour n'être pas un nazi, parce qu'il n'était pas adhérent du parti nazi, mais au moment où le bunker d'Hitler est attaqué, il appelle quand même les jeunes Allemands de 12 à 18 ans à venir mourir pour défendre le Führer. Et c'est quand même lui qui organise la parade de Berlin, c'est lui qui invente l'allumage de la flamme à Olympie, le parcours de la flamme, bon, et qui apporte son soutien aussi à Leni Riefenstahl pour son film, primé par Mussolini. Bref, il y a quand même un faisceau de concordances qui font qu'on peut considérer quand même Karl Diem comme un des acteurs du nazisme sportif. Et ce Karl Diem, avec le ministre des Sports, le président du comité olympique allemand, ne cesse d'harceler Coubertin pour qu'il produise des articles, des discours, qu'il se rende à Berlin. Hitler signe un chèque de 10 000 Reichsmark pour Coubertin, pour le soutenir financièrement. Assurément, il est dans la misère. C'est une vérité historique. Mais Coubertin repousse l'offre. Mais en 1937, on voit qu'il est prêt à accepter quand même. Voilà. Donc c'est un moment un peu difficile à décrypter. Il me faudrait 1 heure de plus, mais je vais arrêter là. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il a refusé. Enfin, quand Karl Diem lui a dit qu'on allait allumer la flamme devant l'hôtel de Zeus, on a une lettre de Coubertin qui lui dit non. Je souhaite que la flamme, si elle est allumée, soit allumée devant l'autel qui a été élevé en mon honneur en 1927, son dernier voyage en Grèce. Alors, on pourrait se dire, il est vraiment mégalomaniaque, mais c'est aussi un homme qui a une forte conscience de la symbolique, notamment en matière de diplomatie et de diplomatie sportive, et que la flamme soit allumée dans un territoire archéologique allemand, ça ne lui convient pas, il préfère qu'elle soit allumée devant son propre hôtel qui est à l'extérieur du chantier de fouilles. Et il se propose même de faire le voyage à Olympie pour cela, alors que ça fait des mois qu'il repousse son voyage à Berlin en disant qu'il est malade, qu'il ne peut pas abandonner sa femme et ses enfants qui ont une situation terrible. Et on voit bien, et dans une lettre à l'ambassadeur de France à Berne en 1935, il écrit « Je ne suis pas dupe des menées nazies ». Vous voyez, c'est assez difficile à percevoir. On n'a pas un discours idéologique chez Coubertin. Il est pris dans une nasse, en quelque sorte. Il fait des déclarations parfois qui sont ambivalentes. Et à d'autres moments, il va défendre les Jeux Olympiques parce qu'ils sont attaqués par les forces communistes. Et pour lui, il y a eu des mouvements de boycott extrêmement puissants en 1933, en 1935. Et c'est à ce moment-là qu'il prend fait et cause, comme le CIO d'ailleurs, pour la défense des Jeux, et pour un grand nombre d'entre eux d'ailleurs, pour la défense d'Hitler contre le stalinisme. Donc c'est dans ces circonstances-là qu'il imagine, dans son testament,
que l'on détache son cœur de son corps et que l'on remette son cœur dans la stèle à Olympie. C'est ce qui sera fait. Donc il décède le 2 septembre 1937 à Genève, et en mars 1938, il y a une translation de son cœur. Voilà. Donc, je sais pas, j'ai essayé de comprendre comment c'était possible de décider ça en 1937. Les références, elles étaient pour moi plutôt capétiennes, ou peut-être l'univers des saints au Moyen-Âge. Voilà. On connaît des ossements qui permettraient de démultiplier le même saint personnage. Mais là, dans la phase contemporaine, c'est assez intriguant. Mais je pense que ça participe à la fois de sa volonté d'enraciner l'olympisme autour de sa personne pour le dégager un peu de toutes les autres influences, et en même temps aussi de sauver son projet, bien évidemment, peut-être même d'élever un culte. Alors, en son honneur, je ne sais pas, mais en tout cas un culte à l'olympisme tel que lui le conçoit, à tel point que les fonctionnaires du CO qui étaient recrutés encore il y a quelques années étaient conduits, alors pas à Olympie, mais devant sa tombe à Lausanne, puisque le reste de son corps était à Lausanne, et qu'à Olympie, en 1961, Karl Diem crée avec l'ancien directeur de la Banque de Grèce et ministre des Finances dans les années 30 du dirigeant grec de l'époque, pas un démocrate, vous l'avez compris, ces deux personnages, Jean Ketseas et Karl Diem, créent en 1961 l'Académie internationale olympique, qui est toujours le lieu de formation professionnelle, on pourrait dire, des élites du sport international. J'ai eu l'occasion d'y faire des conférences. On m'invite parfois. Et une fois, on m'a demandé de lire un discours de Coubertin, parce que toutes les personnes qui sont formées là, ça peut être des jeunes athlètes, des jeunes dirigeants, des dirigeants plus confirmés, des journalistes aussi. Eh bien, on leur demande d'aller s'incliner devant la tombe de Coubertin, et on demande toujours à un francophone de lire un extrait de Coubertin. Donc voilà ce que j'ai dû faire dans ma vie récente. Je vous remercie.